suis Thomas Bourgeron, je suis professeur à l'Université Paris 7 et je travaille à l'Institut Pasteur dans le groupe que je dirige sur les troubles psychiatriques de l'enfant et en particulier sur l'autisme. On sait peu de choses sur l'autisme malheureusement, en tout cas sur les causes de l'autisme. Mais depuis les années 2000-2003, on a identifié les premiers gènes, et ce qui nous permet maintenant de comprendre mieux quelles sont certaines causes qui donnent une vulnérabilité plus importante à l'autisme. Ce n'est pas l'autisme, c'est plutôt les autismes. Donc on essaye d'identifier tous les gènes qui sont en cause dans l'autisme. Et en fait, c'est quasiment un gène par enfant. Donc il faut effectivement travailler sur tous les enfants et en même temps de travailler sur chaque enfant. Chaque gène va participer à des voies biologiques qui sont peut-être plus communes. Donc par exemple, en 2003, on a identifié les premiers gènes impliqués dans l'autisme idiopathique pour lesquels on n'avait aucune cause génétique connue. Et c'était les neuroligines. Donc c'est des protéines qui font des contacts entre les neurones. Et ces protéines nous ont permis, même si elles ne sont touchées que chez 1% des enfants, elles nous ont permis de trouver d'autres gènes qui participent aux mêmes voies biologiques. Donc on a trouvé un autre gène qui s'appelle SHANK3, qui lui est muté chez plusieurs enfants, et en particulier peut-être chez à peu près 1% à 2% des enfants. Grâce à cette information, on a pu trouver les neurexines, qui sont aussi d'autres gènes. Et voilà, donc maintenant on sait mieux les causes génétiques dans ces cas-là, et c'est les contacts entre les neurones qui se font différemment. Au niveau thérapeutique, pour l'instant, la première étape, c'était d'identifier les causes. Et on travaille beaucoup sur cette étape-là. La deuxième étape, c'est comprendre quels sont le rôle des gènes. La troisième étape, c'est la thérapie. Donc, pour l'instant, on est dans les deux premières étapes. Ce qu'on a fait depuis 2008 maintenant, on a fait les premiers modèles animaux avec des mutations que l'on avait décrites chez les patients avec autisme. On a fait des souris qui étaient mutées dans ces gènes. Alors, ces souris sont tout à fait normales. Elles marchent totalement bien, elles apprennent bien, mais par contre, elles ont des interactions sociales qui sont un peu différentes d'une souris sauvage. Et quelque chose qui est moins connu, c'est que les souris chantent. Elles chantent dans l'ultrason. Et là, ces souris ont des déficits dans la vocalisation ultrasonique. Donc on essaye maintenant de mieux comprendre pourquoi ces souris ont des problèmes de vocalisation ultrasonique et comment on pourrait récupérer des interactions sociales normales et des vocalisations chez les souris. Donc ces pistes thérapeutiques qui nous permettent de récupérer les phénotypes normaux, c'est-à-dire la meilleure communication sociale chez les souris, permettront, j'espère, plus tard d'être translatées vers les patients. L'identification, par exemple, des mutations qui donnent des déficits en mélatonine, on ne le savait pas juste avant d'avoir trouvé la mutation. Et très rapidement, on a pu mettre en place des essais thérapeutiques pour essayer de voir qu'est-ce que la mélatonine va améliorer. Est-ce que ça améliore uniquement le sommeil ou est-ce que ça améliore d'autres aspects cognitifs d'interaction sociale, d'anxiété. Visiblement, l'anxiété est réduite. Donc ça, c'est un très bon exemple qui montre que la recherche a permis très rapidement d'avoir des retombées cliniques. Pour ce qui est des aspects synaptiques, là, les choses sont beaucoup plus lentes et c'est beaucoup plus sévère. Et donc, pour l'instant, on est sur des pistes d'identifier, de comprendre. Et quand on aura identifié et compris, on pourra commencer à faire des designs d'expériences vers la thérapie. Pour l'instant, ce que l'on est en train de faire au laboratoire, c'est qu'on a effectivement des patients avec un diagnostic d'autisme, mais on travaille aussi sur des patients avec des diagnostics d'hyperactivité. Et on vient de lancer le premier travail sur la première étude en France sur la génétique de la dyslexie et de la dysphasie. La dysphasie, c'est ces troubles spécifiques du langage, mais sans atteinte sociale, d'interaction sociale. Ça n'avait jamais été fait en France, alors que c'est 10 à 15% des enfants, la dyslexie. Et ça donne des échecs scolaires assez importants. Et voilà. Donc il y a probablement une forte composante génétique et on essaye de trouver, grâce à ces familles, les gènes qui donnent un risque plus élevé d'être dyslexique.